Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, j'ai attendu un petit peu pour pouvoir débuter. Bienvenue, merci de votre participation large à ce webinaire sur l'auscultation et plus largement la gestion du patrimoine routier. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un webinaire qui va se dérouler sur 1h30 à travers 3 phases. Donc, une première partie sur une présentation du guide audit et diagnostic du patrimoine routier qui a été publié en mai de l'année dernière. Ensuite, on ira sur la démarche de certification des matériels d'auscultation. Et enfin, on aura une partie questions-réponses. Donc, dès à présent, n'hésitez pas, si vous avez une question, à poser votre question dans le chat. Et lors de la partie questions-réponses, on choisira certaines questions pour pouvoir y répondre en direct. Mais sachez que l'ensemble des questions auront des réponses ultérieurement. Donc, n'hésitez pas dès à présent. Et je tiens à remercier l'IDRIM pour l'organisation de ce webinaire, ce qui me permet de passer la main à Jean Dubois pour le mot de... Bonjour à tous, je vous remercie pour vos nombreuses participations aujourd'hui. On avait 120 inscrits pour ce cycle de webinaires que nous organisons avec Route de France. Donc, à l'instar du guide qui va être présenté et aussi notamment de la démarche ONR que porte l'IDRIM, tout ça pour vous dire que la gestion patrimoniale des infrastructures, c'est un axe structurant des travaux que l'on conduit à l'IDRIM. Et comme on va le voir dans ce webinaire, une bonne connaissance de son patrimoine d'infrastructure, c'est primordial pour répondre aux enjeux des gestionnaires et pour cela, la réalisation d'audits, de diagnostics et ainsi l'usage de bons outils d'auscultation, c'est quelque chose de très important. Donc là, je vais revenir sur quelques petites consignes pour le bon déroulement de ce webinaire avant de laisser la parole à nos experts que je remercie pour le temps qu'ils ont consacré à la préparation de ce webinaire. Donc, d'abord pour vous dire que le support de présentation et les enregistrements vidéo seront accessibles et diffusés à l'ensemble des participants à ce webinaire. De plus, l'ensemble de vos caméras et de vos micros ont été coupés, notamment pour les questions de bande passante lors du webinaire. Et enfin, sur les questions que vous pourrez poser, vous avez une petite fenêtre sur le chat qui est proposé sur ce logiciel de webinaire. Donc, on vous invite à poser vos questions sur l'ensemble de la plage de ce webinaire. Soit on va essayer d'y répondre directement, soit en fin de session, lors des 15-20 minutes que l'on attribuera à la réponse à vos questions. Et dans tous les cas, l'ensemble de vos questions et de nos réponses seront publiées aussi sur le site de l'IDRIM, au même titre que la vidéo et le support de présentation. Donc voilà, je vous remercie encore pour votre participation et je remercie encore nos intervenants et je vous souhaite un très bon webinaire. Merci Jean. Du coup, l'idée maintenant, c'est de vous présenter les différents intervenants et experts, comme l'a dit Jean, qui vont vous présenter ce guide et cette démarche de certification du matériel. Donc, nous avons Henri Péjouan, qui est le directeur technique de laboratoire du groupe SPI Batignolles, Damien Pilet, qui est le directeur de projet de la société Gingerce BTP, Sébastien Wassner, qui est le directeur adjoint du département infrastructure et matériaux du CEREMA, et enfin Christine Leroy, qui est la directrice des affaires techniques de Route de France, et moi-même, Pascal Trottier. Donc, sans plus attendre, je passe la main à Damien, qui va vous présenter un petit peu l'objectif global de ce guide. Merci. Bonjour à toutes et à toutes. Le constat qui a prévalu à la rédaction de ce guide, constat qui est partagé au sein de l'IDRIM par Route de France et par les ausculteurs, c'est le fait que le métier du diagnostic… Je n'ai pas la main pour passer les slides, Pascal. Si tu peux passer la main. Lecture. Il faut que tu cliques sur le diaporama, Damien. Là, je clique sur le diapo, en fait. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas chez moi, je suis désolé. Ouais, c'est l'effet du direct. Passe-moi, tu peux passer. T'as pas la main non plus?
Ce qui me permet, c'était, voilà. C'est bon. Parfait. Excusez-moi pour le démarrage. Donc, le constat qui a été partagé, c'est le constat du fait que le métier de l'auscultation et plus généralement le métier du diagnostic, c'était un métier qui était complexe à la frontière entre de nombreux domaines, notamment l'information géographique, la base de données, les techniques d'auscultation, les techniques d'entretien routière, la gestion financière, etc. C'est également un domaine qui évolue. Les matériels d'auscultation, les performances évoluent assez rapidement sur ces dernières années. Le matériel informatique, les logiciels informatiques évoluent également. Et c'est aussi un métier qui offre peu de repères documentaires complets qui permettent de répondre à la question d'un maître d'ouvrage. Si je veux optimiser ma gestion de patrimoine, comment est-ce que je peux faire pour me faire aider? Donc, la volonté de ce guide, c'était justement de répondre à l'ensemble de ces questions. Le parti pris qui a été retenu pour sa rédaction, c'était de partir sur un certain nombre d'objectifs assez faciles à imaginer. Le premier, c'était tout d'abord le plus basique, accompagner les maîtres d'ouvrage pour avoir une meilleure connaissance de leur patrimoine et de suivre l'évolution de leur réseau. Ensuite, c'est tenir compte du fait que l'auscultation génère un grand volume de données qualitatives et donc de pouvoir tirer le meilleur parti de l'ensemble de ces données de manière à optimiser au maximum les données d'auscultation et les propositions de travaux qui sont effectuées. Enfin, le patrimoine routier, on le rappelle souvent, c'est un patrimoine qui fait 1 million de kilomètres à l'échelle de la France. C'est un patrimoine qui génère du coup de gros enjeux de gros enjeux financiers pour son entretien. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une démarche rationnelle dans sa gestion de manière à attribuer le juste montant financier nécessaire à son entretien sans en dépasser trop, de manière à ne pas gaspiller l'argent public. Enfin, il est important de souligner, c'est que le guide, en fait, il était pensé et destiné à l'ensemble des gestionnaires de patrimoine, pas seulement pour les gros gestionnaires de patrimoine en volume, pas seulement pour les gestionnaires de patrimoine qui ont du gros trafic poids lourd, mais donc il a été pensé comme une boîte à outils disponible à l'ensemble des gestionnaires de patrimoine, quel que soit son quantitatif son volume d'actifs, et dans lequel il peut se servir pour aller chercher les éléments techniques dont il a besoin. Pour la partie gestion patrimoniale, le guide s'est basé sur une démarche assez rationnelle, à savoir, grosso modo, je mesure dans un premier temps la qualité de mon réseau routier, je le connais. Dans un deuxième temps, je mesure sa performance du réseau en allant chercher au travers d'un certain nombre d'indicateurs de service et en mesurant son évolution dans le temps. Et enfin, et ce qui est le plus important, c'est mesurer la performance de la méthodologie sur le patrimoine qui est appliquée usuellement et d'en faire le suivi dans le temps de manière à l'adapter et de la manière à la rendre plus efficace. Pour le guide, on n'est pas rentré dans l'asset management, dans la gestion d'actifs. Dans la gestion d'actifs, qui est résumée par la norme 9 ISO 55001. En revanche, on s'en est fortement inspiré de manière à proposer une démarche vertueuse de gestion du patrimoine. La façon dont on a organisé le guide, c'est clairement sous la forme d'une boîte à outils avec une gestion dynamique et séquentielle des missions d'auscultation, puisque les missions d'auscultation, ça commence sur un état, ça commence par un référentiel, ça se finit par des préconisations d'entretien, et pour autant, c'est un enchaînement séquentiel de missions qui sont parfaitement tenues. L'idée, c'est donc de porter une aide auprès des maîtres d'ouvrage, de manière à ce qu'ils puissent aller chercher le contenu qui les intéresse dans chacune des types de missions. Le guide il a été rédigé pour que dans chaque type de mission, chaque maître d'ouvrage puisse se reconnaître, prendre connaissance du contexte
Donc, pour que chaque maître d'ouvrage puisse prendre connaissance du contexte de chaque mission, d'avoir les objectifs qui sont rattachés, de mesurer les prérequis nécessaires avant de les engager, d'avoir des exemples de réalisation affichés et surtout également de la prise en compte des livrables qui sont fournis pour chaque mission. Super, merci Damien donc pour la présentation générale du guide et le séquençage. Et ben écoutez, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans la description de différentes missions qui vous permettront à l'avenir de décrire de manière assez pragmatique votre demande, ce qui permettra aussi de cadrer par rapport à vos besoins. Donc, on se rend compte que pour établir une démarche patrimoniale, ce qui est important, c'est déjà de bien connaître son patrimoine. Et on a voulu mettre un accent sur cette première mission qui est la mission D1. Et Henri, notamment, va vous parler de l'importance de bien connaître, de réaliser son référentiel, mais surtout de l'actualiser dans le temps. Je te passe la main, du coup, Henri, pour nous parler de cette mission D1. Et par la suite, Damien et Henri vont se partager pour les missions suivantes. Merci Henri. Et bonjour à toutes et à tous. Alors oui, j'ai pas la main, donc c'est quelqu'un qui. C'est ça? Je ne sais pas si j'ai la main directement. Si. Maintenant oui. Alors je vais vous parler effectivement de la constitution du référentiel qui est vraiment la base de tout audit et diagnostic. Alors ces objectifs, ils sont ceux généraux de ce guide. Connaître son patrimoine routier pour mieux l'entretenir, ça c'est le grand objectif de notre guide. Ça commence effectivement par l'objectif principal d'avoir un inventaire à jour de votre patrimoine, qu'il soit routier ou pas d'ailleurs, de définir son positionnement géographique, on va rentrer par ce biais dans le géoréférencement, et permettre surtout de localiser toutes les informations qu'on va réaliser lors de ces audits et de ces diagnostics. Les informations primaires nécessaires pour constituer ce référentiel, d'abord la liste des voies, ça paraît quand même essentiel, leur dénomination, leur nom ou leur code, la liste des objets routiers à entretenir, quelque chose sur laquelle on passe vite des fois, mais les limites de gestion, c'est quelque chose d'important, surtout en gestion de voirie qui ne concerne pas uniquement que la chaussée, mais peut-être les dépendances, les accotements, l'assainissement, les fossés. Et de temps en temps, on peut avoir des surprises, notamment dans des cas de communauté de communes où on a la chaussée qui appartient à la commune ou à la communauté de communes et les accotements à une commune. Donc, il faudrait revenir sur la précédente. Voilà. Hop. OK. Bien entendu, la géométrie, avant tout la longueur et éventuellement et aussi les largeurs qui vont nous aider à réaliser des chiffrages. On va voir ça dans les prochaines missions du guide. Les points de repère, les intersections, les carrefours, les giratoires et quand vous avez des repères sur vos chaussées, des PR, les fameux PR donc sur ce référentiel et la cartographie. Alors la cartographie, voilà, le référentiel de voirie. Alors, c'est l'association d'abord d'un filaire cartographique, et on verra la deuxième partie un petit peu plus loin, qui est la base de données. Alors, le filaire cartographique, vous avez une représentation sur votre droite ici. Il est géoréférencé avant tout, adapté aux besoins, et il permet de localiser la route, les rues et tous les événements, toutes les informations qu'on va relever dans nos audits. Alors, en bas à gauche, vous avez une espèce de filaire de complexité qui va croissante, d'un filaire par route, donc qui permet d'avoir juste une référence d'une route d'un grand linéaire qui est assez simple à obtenir. Et on va complexifier la chose au fur et à mesure. Pourquoi pas en imaginant un filaire par sens de circulation, quand les voies le permettent, évidemment, quand on travaille sur des voies assez larges, comme ça peut l'être sur des avenues ou des boulevards urbains, bien entendu. Et on va avoir une précision un petit peu plus importante. Et dans le cas idéal, un filaire par voie, donc, et par sens, donc. Et là, on va vraiment avoir une grande précision de notre référentiel.
Alors, ce référentiel, il est souvent segmenté en tronçons. Vous avez une illustration à gauche avec un code couleur. Ben, des tronçons, dans le cadre, par exemple, de chaussées urbaines, ça va être entre deux routes, deux intersections. Ces tronçons donc sont définis notamment par une numérotation ou même une identification, pour être un peu plus précis. Et ces tronçons vont faire les routes qu'on va ausculter au fur et à mesure. Cette segmentation prend en compte aussi des éléments particuliers, des événements particuliers, qui sont les giratoires. Donc, vous avez un exemple ici avec quelque chose, je reviens. Voilà, avec à droite le giratoire qui est assez simple, hein, où les bretelles de sortie et d'entrée du giratoire ne sont pas prises en compte, alors qu'à gauche, vous avez tous les petits tronçons qui vont former un giratoire dans son ensemble. Et dans le cadre de chaussées urbaines où il y a un bon nombre de giratoires, on est d'autant plus précis. Donc ça, c'est quand même à regarder, comme la prise en compte aussi des carrefours, qui sont toujours des zones de questionnement. Est-ce que le carrefour appartient à telle ou telle route? Dans notre cas ici, nord-sud ou est-ouest. L'essentiel, c'est qu'il soit bien pris en compte, soit dans l'une ou dans l'autre des voies, et pas pris en double, par exemple, dans le référentiel, ce qui peut arriver. Alors, le filaire d'un côté et ensuite la base de données. Alors, la base de données, vous voyez ça comme une espèce de grand tableur Excel avec des informations par colonne et par ligne, où on va retrouver des informations minimales dont on a besoin, qu'on appelait de niveau 1, le nom de la route ou de la voie ou le code identifiant. C'est mieux d'avoir les deux, honnêtement. Le gestionnaire, est-ce que c'est la commune, la communauté de communes, l'État, le département, la largeur de voie, de chaussée, le trafic poids lourd quand on a les données ou à défaut on peut l'estimer. La hiérarchisation du réseau quand c'est le cas ou la catégorisation plus exactement. Par exemple, une voie d'intérêt intercommunautaire, une voie de desserte locale. Tout ça fait partie des informations minimales dont on a besoin. La présence de trottoirs, d'accotements fossés, ne jamais oublier l'assainissement des chaussées, notamment quand on ausculte des réseaux ruraux, et le repérage, comme on a dit, les PR, donc les noms de communes, qui sont en général identifiés par le code postal ou le numéro INSEE, avec 2 à la fin et pas 2 S. Les identifiants des tronçons qui doivent être uniques et les points de repère. On peut aller encore au-delà au niveau des informations à mettre dans notre référentiel. L'objet des routes d'utilisation, est-ce que c'est des voies plus, des pistes cyclables, beaucoup en ce moment, le sens de circulation, les largeurs des trottoirs, des accotements, les voies latéralisées, la présence de terre-plein central ou la distinction entre quartiers quand on est dans des gros référentiels de chaussées urbaines. Alors, les livrables dans cette mission D1, donc constitution du référentiel, c'est le fichier cartographique. Et bien évidemment, maintenant, tous les fichiers cartographiques doivent être compatibles avec les systèmes d'information géographique, les SIG. Et ces fichiers cartographiques sont bien entendu associés à la base de données et ça permet d'amender, de faire évoluer tous les fichiers cartographiques. C'est un point central, les livrables dans notre cas, et c'est toujours quelque chose à partager avec les gestionnaires. Le bureau d'études, alors le référentiel peut être amené par le gestionnaire ou peut faire l'objet d'une mission particulière, donc dans notre cas la mission D1. Et la constitution, une fois que le bureau d'études a réalisé ce référentiel, il doit être partagé et validé. Alors, dans l'encadré, vous le lirez plus finement, mais c'est vrai qu'actuellement, tous les filaires ou les référentiels sont de type linéaire. Donc, on parle vraiment en mètres linéaires
mais on voit petit à petit arriver des référentiels surfaciques avec l'évolution des techniques et des matériels. Et c'est en cours de réflexion et ces référentiels pourront, dans le temps, dans les années futures, évoluer vers des référentiels surfaciques. Et donc, après cette mission D1, on arrive à la mission D2, on a constitué notre référentiel. Maintenant, on va recenser et acquérir les données. Donc, concernant la mission D2, donc la mission D2 elle porte spécifiquement sur le recensement et l'acquisition des données. Je suis première de la main, Pascal. On a souhaité clairement séparer ce qui relève de l'auscultation pure, avec l'exploitation de données brutes et la livraison de ces données auprès du maître d'ouvrage, qui rentre clairement dans la mission D2, de la mission suivante, qui est la mission des droits et qui concerne l'exploitation de ces données. Donc, l'objectif de la mission D2, Ça arrive. Là, ça doit être bon, Damien. C'est bon, parfait, merci. Donc, l'objectif du coup de la mission des deux, c'est de mener à bien le programme d'auscultation qui a été déterminé par le maître d'ouvrage et de restituer les données brutes conformément au filière d'auscultation qui a été déterminé. La question centrale du coup qui en découle, c'est comment préconiser le bon programme d'auscultation. Du coup, le guide il se veut une aide auprès du maître d'ouvrage à ce sujet. L'idée, c'est qu'en fait, on va préconiser un certain nombre d'auscultations en fonction de l'objectif de ce qu'on cherche à mesurer. Et donc, les objectifs, on les a classés en 4 grandes catégories. Donc, d'abord, tout ce qui est en lien avec la connaissance de son patrimoine, donc c'est le patrimoine du chaussée, mais aussi avec la connaissance des environnants. Ensuite, il y a l'objectif qui est lié à l'état général du réseau, donc grosso modo évaluer si mon réseau est plutôt en bon état ou plutôt en mauvais état. Ensuite, c'est lié à tout ce qui est programmation et budgétisation des travaux, c'est-à-dire arriver jusqu'à l'idée, à l'objectif final de savoir où est-ce que je peux mettre mon argent de manière à maximiser mon entretien. Et enfin, le dernier objectif, c'est une fois que j'ai déterminé les portions où je vais appliquer les travaux, c'est d'essayer de minimiser ces travaux au travers d'études singulières à la section avec des investigations complémentaires. Donc, une fois on sait exactement pour quel objectif on conduit des auscultations, le guide vous propose un certain nombre de grands types d'auscultations, de grands moyens d'auscultation, avec des exemples de moyens d'auscultation associés. Et on vous propose également des diagrammes d'assistance au choix des moyens, en essayant de spécifier quel moyen est particulièrement nécessaire pour atteindre un objectif ou quel moyen est plutôt particulièrement pertinent pour y atteindre, mais pas forcément d'une obligation parfaite. Donc, fort de l'ensemble de ces éléments, le maître d'ouvrage peut du coup choisir et planifier une campagne d'auscultation en lien avec son objectif final de gestion de patrimoine. Le guide il est organisé également avec un certain nombre d'annexes qui reprennent l'ensemble des méthodes de mesure qui ont été évoquées dans le guide. Pour chacune de ces annexes, vous trouverez donc une fiche qui reprend les objectifs de la méthode de mesure associée, les références normatives auxquelles vous pouvez faire référence, le détail du mode opératoire qui permet donc de résumer le déroulement de l'essai, et également des exemples de restitution associés au mode opératoire qui a été retenu. Ce qui permet du coup au maître d'ouvrage à la fois de savoir comment préconiser une auscultation dans le cas présent d'une prise d'image et quel type de résultat il peut s'attendre à la fin de son auscultation. Pour terminer sur le D2, le guide il propose également en annexe une liste indicative des essais d'auscultation, donc liste indicative mais significativement fournie en essayant d'être le plus exhaustif possible. Cette liste, elle est en partie, on peut la retrouver en partie sur le site de l'IDRIM et en particulier sur la page de l'agrément Laboroute, dans la liste des essais, et notamment en parcourant le nouveau domaine 9 qui a été rajouté à l'agrément Laboroute sur la qualification des moyens d'auscultation.
Et vous pouvez également utilement faire référence au cahier des méthodes et outils de diagnostic et chaussée établi par le CEREMA et qui concerne donc de la même façon les qualifications, enfin la qualification, les différents matériels d'auscultation de chaussée. Voilà, donc une fois passé sur l'auscultation, ce qu'on vous propose, c'est de regarder comment on fait pour interpréter les différents résultats qui ont été obtenus. J'attends que la main revienne. C'est bon, Henri. C'est bon? Allez, ok. Voilà, donc l'objectif de cette caractérisation, au final, donc on relève tout un tas d'éléments et dans notre cas, ce sera les dégradations de chaussée. Ben, ces dégradations de chaussée, on va les traiter, les accoler à notre référentiel pour pouvoir déterminer des indicateurs d'état, soit de surface, soit de structure. Donc, vous avez une représentation assez simple et facile à comprendre avec un code de couleur relativement aisé. On va pouvoir définir ainsi des zones homogènes d'état en fonction de toutes les dégradations relevées, de leur linéaire, de leur étendue et de leur gravité. Alors, une fois qu'on a déterminé ces dégradations, on va ici d'agréger nos données. Alors, cette agrégation, il faut quand même faire attention. Vous avez un cas très concret ici, et le tableau le démontre en haut à gauche, où si vous avez différents pas longueur segmentée de 100 mètres ou de 100 mètres ou de 20 mètres, ben, on aura des résultats assez différents. C'est pour ça que le pas doit être bien pensé et bien adapté sur le réseau. On peut penser, par exemple, qu'un pas de 200 mètres sur un réseau urbain, c'est un petit peu trop important. Par contre, sur du réseau rural important en linéaire, ça peut s'entendre. Donc, c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir avant d'agréger toutes nos données et nos indicateurs. Alors, je mets un petit peu tout dès le départ. Alors, la méthode de calcul des indicateurs, normalement, elle doit être fournie par le gestionnaire au prestataire, au bureau d'études qui va réaliser cette mission. Si ce n'est pas le cas, et ça arrive relativement fréquemment, on se rapportera à la mission D6 du guide, expertise et assistance technique, qui permet au bureau d'études de présenter une méthode de calcul de ces indicateurs. Bien entendu, la méthode utilisée pour calculer ces indicateurs, donc soit on peut la reprendre de méthodes existantes, ou les adapter, on peut carrément les créer, les modifier. En tout cas, il faudra les faire évoluer parce que le réseau évolue aussi et parce que on a des sections, des zones homogènes qui sont un petit peu plus fines, qu'il faudra aller investiguer un peu plus profondément, et ce sera le cas de la mission D5. L'évolution d'un réseau, si vous voulez comparer le début, l'état zéro du diagnostic avec une évolution dans le temps, il faudra conserver les mêmes méthodes de calcul d'indicateurs. Sinon, la comparaison sera biaisée et faussée. Ou alors, vous disposez de l'historique des mesures et dans ce cas, vous serez capable de recalculer rétrospectivement des indicateurs à même niveau de comparaison. En tout cas, c'est le référentiel, la base de données, l'audit et le diagnostic, c'est quelque chose qui doit vivre. Pas uniquement faire un état zéro, mais aussi le regarder dans le temps au fur et à mesure des entretiens. Alors, des exemples d'indicateurs qui sont assez couramment utilisés. L'indicateur de surface qui va représenter la qualité des couches de roulement. Donc, par exemple, le confort, la sécurité, ça peut être l'adhérence, le confort de conduite,
les déformations, l'étanchéité, mais l'état de dégradation également. Un indicateur de structure qui va nous donner une estimation du comportement structurel de nos structures de chaussée et donc de leur pérennité dans le temps. Alors, bien entendu, il représente un patrimoine à plus grande valeur parce que c'est des chaussées assez épaisses et qui représentent de suite, quand on les entretient, un coût non négligeable. On peut aussi avoir un indicateur qui regroupe les deux, donc indicateur de surface ou indicateur de structure, avec une combinaison, ça peut être 2 tiers, 1 tiers, 50-50, c'est à déterminer lors de l'audit avec le gestionnaire et par le gestionnaire. Un exemple de classification, donc à travers donc toutes la notation qu'on pourra être amené à faire par le traitement de nos données, vous voyez, intervalle de notes de 0 à 3, on aura un état mauvais, de 3 à 6 plutôt mauvais, moyen ou bon, suivant le niveau de dégradation de nos chaussées. Et on retombe, l'objectif c'est de retomber quand même dans des états assez simples avec un code de couleur assez simple à comprendre. Les livrables pour cette mission, donc sous format numérique, les indicateurs qui ont été calculés, donc la méthodologie qui doit bien être partagée et validée également par le gestionnaire, donc tous les allers-retours entre le bureau d'études et le gestionnaire, qui sont bien entendu recalés sur le référentiel cartographique, sinon ça n'a que peu d'intérêt. Le rapport d'étude qui explique un petit peu tous les résultats et essaie d'avoir une vision un petit peu en hauteur. Ces documents peuvent être complétés par essentiellement des cartes thématiques, comme vous pouvez le voir, vous l'avez vu, mais ça va revenir en bas à droite. Donc, toujours avec le réseau qu'on a ausculté et le code de couleur qui nous permet de voir d'un coup d'œil l'état des chaussées avec un code de couleur relativement simple. La plateforme web qui peut être dédiée avec un accès facilité aux résultats. Donc, c'est une façon d'aller sur ces cartes thématiques aussi. Les schémas itinéraires qui sont une vision assez linéaire de nos chaussées avec toutes les dégradations listées par ligne et l'état de surface aussi. Attention à ces schémas itinéraires quand on travaille par tronçon, parce qu'on peut avoir des tronçons qui malheureusement ne se suivent pas dans le référentiel, et ça peut notamment biaiser les schémas itinéraires. Voilà, donc une fois qu'on a fait cette priorisation, classification par état, on peut arriver dans la mission suivante qui est la mission préconisation, et donc je laisse la main à Damien. Alors, le temps que tu aies la main, Damien, juste pour vous dire, effectivement, on était toujours à l'échelle du réseau. Sur ça, on a relié des données, on a commencé à noter, on a une idée globale. L'intérêt maintenant, notamment sur cette mission des cas, d'avoir des orientations, notamment de travaux types, et d'aller un petit peu plus en détail si on doit aller investiguer plus sur des sections. Du coup, je pense que tu dois avoir maintenant la main, Damien. C'est bon, tout à fait, merci. Donc effectivement, l'objectif d'une mission de gestion de patrimoine, c'est de savoir en premier lieu où est-ce qu'on met l'argent pour entretenir les chaussées. Donc le résultat de la mission de cette conclusion, c'est la mission des cas de préconisation qui permet justement de donner des informations qualitatives à ce sujet. Donc cette mission des cas, elle couvre plusieurs réalités, dont la première est de savoir grosso modo où est-ce que prioritairement il faut affecter les ressources. Ça couvre également du coup l'orientation des travaux, l'estimation macroscopique du coût de ces travaux et la programmation pluriannuelle. Donc du point de vue de la priorisation, forcément on va établir cette priorisation en fonction des indicateurs qui auront été précédemment établis dans le cadre de la mission D3.
Donc, on pourra se baser par exemple sur les indicateurs de structure et de surface de manière à déterminer quelles sont les sections prioritaires à entretenir. Mais on ne va pas se baser que sur ces deux indicateurs, on va aussi prendre en compte les spécificités locales du réseau routier ausculté, notamment son trafic poids lourd, forcément, également sa hiérarchie dans l'organisation du réseau routier du gestionnaire, savoir qu'on ne va pas affecter la même priorité de travaux sur une petite section que sur une grosse section, et également sur des choix politiques de mobilité diverses. Une fois qu'on a bâti les indications de priorisation, et avant de passer à la partie financière, la brique qui manque pour passer à la partie financière, c'est de déterminer les travaux types qui permettent du coup de quantifier des ratios par mètre carré d'entretien en fonction de type de dégradation. Donc l'idée, c'est d'établir une espèce de grille de travaux qui sera appliquée en fonction de chaque cas de figure rencontré, chaque type de chaussée à entretenir. L'important lorsqu'on va établir cette grille de travaux, c'est de privilégier forcément les techniques qui sont maîtrisées en local, de manière à minimiser le coût des travaux qui seront effectués, et tout en favorisant tous les aspects de recyclage, de manière à minimiser l'impact environnemental des travaux. Et il faut savoir aussi rester ouvert éventuellement à certaines techniques innovantes qui permettent soit de réduire le coût financier des travaux, soit de réduire leur impact environnemental. Une fois figé sur la grille de travaux employée dans le cadre de la politique de gestion de patrimoine, on établit donc du coup un coût de travaux en fonction de l'état des chaussées qui a été qualifié précédemment. Donc le résultat brut sera année par année, donc un montant de travaux, mais à l'inverse, il est tout à fait capable du coup de rentrer le budget d'un maître d'ouvrage et de regarder l'impact du budget rentré sur les différents indicateurs qui ont été établis, et notamment, si le maître d'ouvrage le souhaite, de pouvoir du coup évaluer différents scénarios financiers d'entretien et de regarder quel impact cela a directement sur la gestion de patrimoine. À savoir, est-ce que si je double mon budget, dans quel état je vais récupérer ma chaussée, ou si à l'inverse je reste à budget constant, quelle est la projection de l'état de mes chaussées à court, moyen ou à plus ou moins long terme. Alors, il faut garder à l'esprit que ces projections, elles sont forcément liées du coup à des lois d'évolution de réseau, que plus l'échéance est longue et forcément moins les lois d'évolution sont précises, mais ça permet au maître d'ouvrage d'apporter une information qualitative sur est-ce que j'ai le bon budget pour gérer mon réseau. Enfin, il est à noter que lorsque les grilles de décision amènent à réaliser un peu trop de travaux de renforcement, ça va avoir un impact très important sur le coût de la gestion de patrimoine, et il peut être tout à fait utile dans ce cadre-là de préconiser des investigations complémentaires de manière à comprendre pourquoi les grilles de travaux ont tendance à préconiser des travaux de renforcement et d'essayer avec des informations structurelles complémentaires de les minimiser et de les diminuer de manière à avoir une politique de gestion de patrimoine qui soit la plus rationnelle possible. Et le type d'investigation auquel on peut faire référence, ce sont par exemple les auscultations de déflexion, les mesures au radar. Donc, du point de vue des livrables, ce type de mission se sanctionne forcément par un rapport de synthèse qui permet de récapituler l'ensemble des hypothèses qui ont été prises et l'ensemble des paramètres qui ont été utilisés. Et on les a balayés, ils sont assez nombreux. Donc, c'est notamment les arbres de décision qui permettent de statuer quel type de travaux on fait en fonction de l'état de la chaussée, les différents types de travaux qui ont été retenus pour effectuer les modélisations, la liste des coûts unitaires qui peuvent être amenés à évoluer dans le temps qui ont été retenus au moment de la rédaction de la mission, l'évolution des indicateurs tels qu'ils ont été planifiés et une synthèse pluriannuelle du budget global en fonction des stratégies qui ont été retenues par le maître d'ouvrage. Donc, il est important de pouvoir conserver cette mémoire dans le cadre de sa gestion de patrimoine. Il est aussi important de pouvoir, dans la mesure du possible, livrer ces données au format numérique, soit en version base de données routière, soit beaucoup mieux en version SIG, de manière à pouvoir les conserver du point de vue géographique dans le temps, dans les outils de gestion de patrimoine. Donc là, jusqu'à présent, on était resté au niveau réseau et on va descendre au niveau section de travaux avec la mission D5. Merci Damien. Je vous rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat et on aura l'occasion d'y répondre lors de notre session questions-réponses. Et effectivement, on passe à la mission D5 où là, on va regarder un petit peu plus finement l'état
de la section et donc du coup pour trouver la solution la plus juste. Et Henri va nous présenter du coup cette mission. Oui, alors cette mission, comme l'a dit Damien, là on va se concentrer sur une section d'études où on sent que les solutions un petit peu génériques ne fonctionnent pas et où il faut investiguer plus loin. Dans le cadre de cette mission, ben, on a repris le travail de qualité qui avait déjà été fait par le CEREMA et l'IDRIM en mai 2016 à travers le fameux guide de diagnostic et conception des renforcements de chaussées et qui va nous permettre ben, d'optimiser les solutions de travaux en fonction de l'état structurel qu'on aura déterminé plus avec précision dans ce cadre-là. Alors, on a vu, on a l'état des lieux, on a les données d'entrée du dimensionnement, durée de service, le trafic poids lourd, les orientations techniques, les contraintes altimétriques aussi. Donc tout ça, ce sont des hypothèses. Et avec les essais complémentaires qu'on va mener, les déflexions, les sondages, les carottages, on va avoir une connaissance vraiment plus précise de notre structure de chaussée, de son évolution, de ses pathologies, et on va pouvoir répondre plus finement avec des solutions techniques de renforcement réellement optimisées. Donc, toujours dans le cadre du guide de mai 2016. Donc, ces études de solutions de renforcement, bon, il y a évidemment le renouvellement de la couche de roulement, c'est le plus simple, mais dans notre cas, quand on cible ces sections, c'est qu'il y a vraiment un problème un peu plus profond. Et on va surtout travailler en renforcement, donc soit décaissement, soit en rechargement, avec des solutions classiques comme des enrobés, gravitume, EME, mais avec d'autres solutions aussi qui méritent le détour, comme des solutions en grave émulsion structurante, les retraitements en place, qu'ils soient au liant hydraulique ou à l'émulsion, et pourquoi pas aussi des renforcements avec des géogrilles. L'objectif de ces études donc sur des sections, vous l'aurez compris, assez réduites, c'est de trouver les meilleures solutions techniques, optimiser des solutions, donc avoir une optimisation économique également, mais maintenant et de plus en plus, il faudra penser à l'aspect environnemental, c'est-à-dire trouver des solutions qui amènent vraiment un plus environnemental. Ben, les livrables, ils sont tout à fait conformes à ceux demandés par le guide de conception de renforcement des chaussées. Ben, les notes de calcul, les modélisations, donc tout ça c'est un petit peu technique, mais ça on est capable de modéliser les chaussées en place et à partir de là, de faire varier nos solutions de travaux pour trouver la plus pertinente. Et donc ça va donner lieu à un rapport de synthèse et si demandé, et je pense que dans le futur ce sera le cas, l'évaluation environnementale des solutions proposées, comme vous pouvez le voir ici sur la petite image en bas à droite, là sur l'énergie du procédé. Suite à ces différentes missions, on aura à peu près fait le tour de l'audit et diagnostic, mais c'est vrai qu'on a pensé à une mission complémentaire qui s'appelle accompagnement, conseil et expertise que va introduire Pascal. Oui, l'idée effectivement de cette mission, lorsqu'on parle de gestion de patrimoine, on parle de gestion dans la durée. Donc vraiment, cette mission D6, à travers de l'accompagnement des maîtres d'ouvrage, va vraiment servir à vérifier les hypothèses qu'on aura pu réaliser à l'échelle réseau et de voir aussi l'efficacité des décisions qu'on aura pu prendre dans la durée. Donc Damien va nous présenter la première partie de cette mission D6. C'est l'inverse, c'est bon. C'est l'inverse, Henri, excusez-moi. C'est pas grave du tout. Alors, je vais récupérer la main. La voici. Voilà, donc, comme on a vu précédemment, donc on a créé ou modifié ou adapté des indicateurs d'évaluation de la qualité de nos chaussées. Et on a la possibilité de modifier ces indicateurs
et de modifier aussi les livrables. Quand on réalise ce calcul d'indicateur, ce qui est important, c'est d'avoir une méthodologie détaillée de ce calcul et de la faire partager avec le gestionnaire, qu'elle soit complètement comprise et assimilée par le gestionnaire, qui devra, le gestionnaire, présenter ces calculs, ces indicateurs, soit aux élus, soit aux usagers, soit aux communes. Donc, c'est important vraiment que le gestionnaire s'approprie cette méthode de calcul d'indicateurs. Comme l'a dit Damien précédemment, évidemment, on a des lois d'évolution de nos chaussées qui sont évidemment théoriques, pas seulement, qui sont aussi basées sur de l'expérience routière française. Et ce qui est important à travers cette notion de temporalité, c'est de voir si l'évolution à l'échelle d'un réseau particulier va être cohérente ou s'il faudra l'adapter dans le temps. Alors, c'est pour ça qu'il faut faire évoluer les solutions, les entretiens, déterminer des lois d'effet, oui, mais surtout les faire évoluer, voir l'effet des travaux réalisés sur les indicateurs qu'on aura préalablement calculés. Donc ici, dans ce tableau, vous avez par exemple un gain de la notre structure en fonction des solutions de travaux qu'on aura adaptées. On peut voir aussi l'effet soit de nos stratégies, de nos solutions techniques, soit l'effet d'un entretien qui peut être peut-être partiel ou réalisé pas complètement pour des problèmes ou des contraintes budgétaires. Là, c'est vrai qu'on est réellement dans la notion de la donnée. L'important dans une démarche à long terme, c'est vraiment de faire vivre cette donnée et de se servir de l'intelligence de la donnée pour prédire des choses. Et surtout de voir l'évolution de la prédiction à travers, si on vient définir des modèles prédictifs, de pouvoir les actualiser en fonction des données qu'on vient récolter par la suite. Donc ça va être vraiment très important d'avoir cette démarche, encore une fois, dans la durée. Et donc, ce qui va nous permettre d'affiner notre stratégie de travaux, et notamment grâce à des notions de durée de vie. Mais Damien va vous en parler un petit peu plus. Tout à fait, je suis preneur. Je suis preneur Damien, si c'est possible. Donc, ce qu'on a vu, c'est que l'ensemble derrière la notion d'orientation des solutions de travaux, il y a des grilles de décision auxquelles on affecte donc du coup une solution de travaux à un cas donné. Par contre, on peut tout à fait se poser la question à l'échéance de plusieurs stratégies d'entretien. Est-ce que la grille de travaux que j'utilise, est-ce qu'elle est particulièrement pertinente ou pas dans le cadre de mon réseau? Est-ce qu'on peut la modifier? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Et on peut tout à fait regarder de manière, dans un premier temps, est-ce que la durée de vie des solutions que je choisis, est-ce qu'elle est effectivement celle qui est constatée réellement sur mon réseau? Est-ce qu'au contraire, j'ai surestimé mes durées de vie ou est-ce que je les ai sous-estimées? Est-ce que du coup, je peux changer mes techniques de manière à matcher un peu plus avec la réalité? De la même façon, on peut tout à fait faire l'évaluation des performances environnementales de ma grille de travaux de manière à l'améliorer et à réduire éventuellement son impact en choisissant des techniques un peu différentes de celles qu'on a l'habitude d'employer. Une des propositions de la mission DECI, c'est effectivement également de faire la qualification des procédés d'entreprise innovants, savoir quel est leur impact environnemental, quelle est leur amélioration technique, quel est l'impact sur la durée de vie des travaux qui sont engagés. Et enfin, c'est également d'évaluer les écarts entre la programmation de travaux qui est proposée, pluriannuelle, à un instant T de l'évaluation de mon réseau, et d'aller jusqu'à regarder à l'échéance de cette programmation de travaux, donc au bout de 4 ou 5 ans par exemple, est-ce que les travaux qui ont réellement été appliqués sur chantier étaient bien ceux qui étaient prévus? Et s'il y a eu des écarts, quel est l'impact des écarts par rapport à la planification sur le résultat global de mon réseau? Par exemple, si je diffère de manière systématique 10% des travaux qui étaient prévus, est-ce que la note de mon réseau, elle a un impact particulièrement négatif par rapport à la prédiction qui avait été faite au départ? Et si oui, il y a nécessité de réajuster la programmation de travaux à la hausse de manière à compenser le fait que je n'arrive pas à lancer 10% des travaux que je prévois tous les ans, par exemple. Pour réaliser l'ensemble de ces missions, on se basera assez utilement sur la note d'info 47 de l'IDRIM qui traite des différentes techniques d'entretien des chaussées.
Ensuite, pour terminer sur la mission D6, et là aussi, c'est un type d'investigation ou un type de mission qui se lance dans le cadre de maîtres d'ouvrage qui ont déjà des stratégies de travaux en place depuis un certain nombre d'années et qui souhaitent là aussi tirer bénéfice de l'ensemble de la connaissance qu'ils ont acquis sur ces années pour améliorer et encore minimiser l'impact financier de l'entretien sur leur gestion. À savoir donc en jouant sur l'ensemble des paramètres qui sont liés à la gestion de patrimoine, d'essayer de déterminer si oui ou non on est capable, si oui ou non l'argent qu'on a mis sur le réseau pour l'entretenir, est-ce qu'on l'a mis au bon endroit? Est-ce que si on l'avait mis sur des endroits différents, on aurait eu un impact sur la note globale de mon réseau? Et est-ce qu'on l'a mis au bon moment également? C'est-à-dire que est-ce qu'on a entretenu trop tard, ce qui génère du coup un investissement plus important sur l'ensemble de la gestion de patrimoine par rapport au fait d'entretenir un peu plus tôt et du coup de minimiser l'impact global de l'entretien sur son réseau. Voilà, donc ce type de réponse, on peut y répondre dans le cadre d'une mission D6. En revanche, il faut bien imaginer que ce type de réponse-là ne s'adresse forcément à des maîtres d'ouvrage qui ont déjà des stratégies en place, des stratégies que, du coup, sur lesquelles on peut faire un retour d'expérience après plusieurs années de fonctionnement, de manière à pouvoir les optimiser pour essayer de jouer sur les leviers et minimiser l'impact de l'entretien. Merci Damien, merci Henri. C'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble du groupe de travail qui a réalisé ce guide méthodologique, qui se veut notamment un lien entre les différents guides existants, guides de renforcement et d'audit, comme on l'a vu. Donc, merci à ce groupe de travail que j'ai eu le plaisir d'animer. Vous avez pu voir la liste des personnes en début de diaporama. Alors, sur ce guide, on a vu un aspect méthodologique. On a parlé de données. Maintenant, pour avoir quelque chose, des politiques qui soient le plus affinées possible, il va être important d'avoir de la donnée de qualité. Pour avoir de la donnée de qualité, il faut du matériel qui soit en bon état et calibré. Et le CEREMA travaille notamment aujourd'hui à la mise en place de certifications. Et donc, je vais passer la main maintenant à Sébastien Wassner qui va vous expliquer les démarches actuelles au CEREMA sur cette partie matérielle. La parole est à toi, Sébastien. Oui, bonjour à tous et merci Pascal, merci Damien et merci Henri de cette présentation. Donc juste un mot finalement qui conclut un peu ces propos, si je me permets, c'est que les gestionnaires, vous avez des questions, enfin ont des questions. L'ingénierie publique et privée est aujourd'hui en capacité d'y répondre et finalement ce guide il fait le pont entre les deux et fait le lien entre une demande et une offre et permet bien de cadrer cela. Donc, comme tu le disais, Pascal, hein, c'est un travail assez conséquent qui est résumé là en moins d'une heure, mais qui a beaucoup de valeur et qui permet de donner un référentiel que j'encourage du coup tout le monde à partager et à diffuser. Alors, du coup, effectivement, ce qui me semble important de dire, c'est que on a aujourd'hui de nombreux moyens d'auscultation finalement qui sont issus des efforts d'investissement qui ont été réalisés au cours de ces dernières années par l'ingénierie publique et privée. Je vous ai mis quelques petites vignettes de tous ces matériels. Hein. On a pu regretter que dans le passé, finalement, nos matériels sont restés pendant des décennies au même état. Et là, on voit que au cours des 10 dernières années, on a un renouvellement assez majeur. Et c'est bien qu'on a une offre en matière d'auscultation qui est très conséquente. Et finalement, quels que soient les enjeux du réseau, donc du réseau structurant, du réseau plus secondaire, et quels que soient les objectifs que les gestionnaires peuvent avoir en matière de sécurité, en matière d'usage, de structure, eh bien, on est capable d'avoir des outils qui répondent à cela. Le CEREMA a initié un premier travail sur la base des matériels connus à cette date en octobre 2021. Donc, Damien l'évoquait, hein, c'est un cahier des méthodes et des outils de diagnostic de chaussée dans lequel vous pouvez retrouver des éléments sur tous les moyens existants qui présentent les limites d'usage de ces matériels et surtout leur capacité à répondre aux besoins. Donc la liste qui est à l'écran est bien sûr pas exhaustive par rapport à l'offre et finalement il faudrait l'actualiser très régulièrement par rapport à une offre qui évolue constamment.
Mais il est certes important d'avoir des matériels de qualité, de matériels performants et nombreux, mais il faut s'assurer que ces matériels-là, ils produisent de la donnée de qualité. Et donc là, on se retrouve à avoir un dispositif ou deux dispositifs qui ont été mis en place et qui ont été élargis pour le premier. Donc l'agrément Laboroute, qui est donc porté par l'IDRIM avec l'intégration d'un programme qui va traiter justement l'auscultation des chaussées et qui est en cours de mise en place. Et le deuxième volet que je vais développer un peu plus, c'est le label que met en place le CEREMA sur les moyens d'auscultation. Donc, on va s'appuyer sur l'expérience de plusieurs années sur les centres vérificateurs des matériels des laboratoires des ponts et chaussées. Et on va proposer à ce titre une labellisation qui va être ouverte à tous les matériels ayant des spécifications techniques adéquates. Et donc, alors on voit sur le schéma le chemin ou la route qui est à parcourir, qui nous conduit à ce label. Donc, on va d'abord avoir une étape, quelques mots sur chacune de ces étapes, une étape d'étude du dossier finalement pour connaître le matériel. Certains sont connus, d'autres un peu moins, et donc il va falloir se baser sur une analyse d'un dossier technique et surtout savoir à partir de ce dossier-là quel matériel de référence, à quelle famille de référence le matériel qui va souhaiter être labellisé va être accroché. Ensuite, on va avoir une phase de sensibilisation au métier. Il est important, quand on met en œuvre un matériel, d'avoir une bonne connaissance des méthodes pour pouvoir le mettre en œuvre de manière satisfaisante. Et donc, on va proposer une offre dans cette offre-là, un volet visant à accroître les connaissances et à valider les connaissances théoriques et pratiques qui sont disponibles. Le troisième action, c'est le contrôle métrologique et les essais en laboratoire. Donc, les caractéristiques mécaniques des appareils, les données issues des capteurs vont être contrôlées, si bien sûr c'est techniquement possible avec les moyens de contrôle. Sinon, des preuves seront demandées aux prestataires si on ne dispose pas des moyens nécessaires. Ensuite, on va compléter ces contrôles métrologiques et ces essais en laboratoire par des essais in situ qui vont permettre de valider finalement les répétabilités et reproductibilités des différents matériels de mesure et d'évaluer les opérateurs également dans la mise en œuvre de ces dispositifs. Et tout ceci nous permettra non pas de sortir de la route, mais d'aboutir à un label, la dernière étape qui va être la fin du processus et où on va labelliser le matériel pour une donnée, pour une durée donnée, pardon. Donc, des outils performants, des données de qualité, mais finalement, pour quels résultats avec quels résultats allons-nous aller? Donc, on a travaillé dans le cadre d'un projet national durée de vie des chaussées qui regroupait l'ingénierie privée, l'ingénierie publique, les entreprises routières, des maîtres d'ouvrage publics pour pouvoir échanger sur cette problématique d'indicateurs partagés. Donc, au niveau des dégradations, on a une caractérisation commune qui a été recherchée et partagée. Et donc, on a été en capacité, à travers ce groupe, de proposer une méthodologie qui a constitué l'un des livrables du projet sur la partie dégradation de chaussées. Et de même, on a travaillé également sur des formats de restitution type pour pouvoir également partager un certain nombre d'informations et que le gestionnaire puisse exploiter le potentiel qui était offert par ces nouveaux outils. La démarche, elle a certes été assez conséquente. Il y a eu beaucoup de travail fourni entre les différents partenaires. Malheureusement, dans le cadre du projet national durée de vie des chaussées, donc qui se termine cette année, là, dans les prochains mois, on n'a pas pu aboutir à la définition d'indicateurs partagés complètement. On a travaillé par bloc. Le bloc dégradation est bien abouti. Sur l'aspect déformation, on a un premier livrable qui méritera d'être plus traduit dans l'opérationnel, mais on a des premières briques. Et il faut maintenant construire et finaliser ce mur. Et donc là, il reste encore du travail à partager. Et on a bien conscience que ce travail doit être poursuivi au-delà du projet national pour aboutir à des indicateurs partagés à l'échelle de la profession.
Parallèlement, on travaille avec 10 départements au niveau du CEREMA dans le cadre d'un projet qu'on appelle Gestion Réseau Départemental, GRD, pour valoriser toute la compétence qu'on a pu acquérir à travers l'IQRN 3D et les évolutions qu'on a apportées au niveau du réseau routier national. Et donc, on a un travail avec ces départements au regard de leurs besoins et donc qui va pouvoir également contribuer à alimenter cette réflexion sur la définition d'indicateurs partagés. Donc, on a différents groupes qui s'alimentent et qui vont converger vers un objectif commun. La capacité de projection annuelle, effectivement, et on l'a rappelé, et que ce soit Damien ou Henri dans leurs différentes présentations, on est aujourd'hui capable de se projeter sur l'avenir, sur le futur, en travaillant sur des lois de simulation. Donc, on a aujourd'hui les outils qui sont disponibles. Ils ont été utilisés dans le cadre du réseau routier national et de la réforme de la politique technique à travers les précédents indicateurs IQRN. Aujourd'hui, une fois que ces indicateurs ils auraient été partagés, on est en capacité avec ces outils de les projeter et de voir un peu les évolutions que l'on a dans le temps de l'état d'un réseau routier. Finalement, on a l'outil, on a le moteur, il reste la matière pour alimenter cet outil-là et faire les simulations. Et j'en arrive à ma dernière diapo. Donc finalement, au-delà des approches chaussées, et donc je me permets vraiment d'élargir. Donc on a travaillé vraiment jusqu'alors sur les approches chaussées, mais on voit qu'il est essentiel, dans le contexte actuel, d'optimiser les ressources humaines et financières et de traiter l'infra, non pas par bloc, mais bien dans son ensemble. Et donc, c'est ce qu'on propose à travers cette démarche de gestion intégrée du patrimoine d'infrastructure qui est portée à travers le projet GERES. Et donc, on voit sur la slide qu'on travaille sur l'infrastructure, certes, sur la chaussée, mais également sur les dépendances, sur les équipements, sur les ouvrages, sur les enjeux en matière de sécurité, en matière de biodiversité, sur les risques, qu'ils soient naturels, technologiques, et sur les acteurs, que ce soit les usagers, mais aussi les riverains, les gestionnaires. Et tout ceci doit être pris en compte dans cette évaluation pour avoir une évaluation globale de notre patrimoine d'infrastructure. Et donc aujourd'hui, le projet a défini une méthodologie, a défini un démonstrateur qui a été partagé lors de différents séminaires et qui est proposé pour la gestion d'un réseau secondaire. Donc finalement, en termes de conclusion sur cette partie-là, à travers des outils performants, un système qualité, des indicateurs partagés et une vision intégrée du patrimoine, chaque gestionnaire, chaque maître d'ouvrage a à sa disposition une offre qui va lui permettre de gérer efficacement son réseau routier. Et donc, on peut dire que finalement, le guide audit diagnostic, il lui permet par ailleurs de bien spécifier ses besoins et d'assurer que les commandes qu'il va passer, elles vont bien répondre aux besoins qui sont les siens. Voilà, je vous remercie pour ma partie de votre attention. Merci beaucoup Sébastien. Alors on va passer à la diapo d'après pour vous donner du coup le lien pour télécharger ce guide. Pour vous rappeler, donc il a été publié en mai 2022. Donc n'hésitez pas à le télécharger dès maintenant. Comme l'a dit Sébastien, c'est effectivement vraiment l'objectif et comme l'a dit Damien, c'était de bien cadrer l'expression de besoin lorsque vous avez des demandes à réaliser en tant que maître d'ouvrage, en fonction aussi des équipes que vous pouvez avoir, c'est d'exprimer son besoin et surtout d'avoir le niveau de qualité qui soit en fonction de ce besoin des différents prestataires avec lesquels vous pourrez travailler. Donc ça, c'était très important de faciliter à travers ce guide et donc un petit peu des missions à tiroir en fonction de votre démarche globale et en fonction de là où vous en êtes sur une ou une partie. Donc vraiment, ce guide, il a vocation à ce que ce soit une politique qui soit mise en place au sein de vos différents réseaux et donc de pouvoir réaliser des prestations à différents niveaux. Et surtout, n'hésitez pas, comme l'a dit Sébastien, on a aujourd'hui une facilité à travers de l'innovation en termes de matériel pour collecter de la donnée. C'est aussi important puisque si on mesure l'état, on pourra optimiser l'entretien, on pourra y intégrer, comme on l'a vu, des démarches environnementales
parce que notamment avec des logiciels de la profession, le logiciel SEV, je rappelle, une petite parenthèse, c'est un logiciel qui est mis à votre disposition qui vous permet du coup de mesurer sur un choix de technique environnementale. Donc surtout, n'hésitez pas à en abuser de ce guide, il est fait pour ça. Et merci pour votre attention. Et donc, du coup, maintenant, il nous reste pas mal de temps. Donc, il y a quelques questions. N'hésitez pas encore à poser vos questions si vous en avez. Mais on a déjà quelques questions qui ont été posées. Et donc, je vais donner la main à Christine qui va, du coup, les poser et pour qu'on puisse vous répondre. Merci en tout cas de votre participation nombreuse. Merci aux intervenants, Damien, Henri, Sébastien. Et je te passe la parole, Christine. Alors, c'est une question de Dalila à Italie. En fait, je crois que c'est Henri qui a parlé du référencement surfacique. Cette démarche était en cours et en fait, elle voudrait savoir l'avancement de cette réflexion. Je pense il y a un peu une démarche. Henri va pas, je pense, répondre une partie. Et je pense que Sébastien, dans le cadre du travail DVDC, pourra répondre un petit peu plus largement. C'est exactement ce que je pensais. J'allais passer le ballon, là. Ok. Oui, on peut en dire deux mots par rapport à cette approche. Donc, dans le cadre du projet durée de vie des chaussées, justement, je vous ai évoqué au niveau des dégradations. On a, et classiquement, je dirais, on avait jusqu'alors des démarches très linéaires. Hein. Alors, je fais le pendant, Henri parlait de référentiel. Là, je l'applique de façon très opérationnelle sur un relevé visuel. On était jusqu'alors sur des relevés très linéaires avec des informations qui étaient rapportées en PR plus abscisse ou en abscisse cumulée. L'effort qui a été fait et l'avantage de ces nouveaux outils que sont les matériels de type LCMS, c'est qu'ils nous offrent une information surfacique. Et donc, dans le projet national durée de vie des chaussées, on a exploité ce potentiel surfacique et on a récupérer l'information non plus de manière linéaire, mais de manière surfacique par maillage de la chaussée. Et donc, cette information, aujourd'hui, elle est disponible. Il faut maintenant que le référentiel qui soit mis en place au niveau du gestionnaire puisse intégrer cette information surfacique pour pouvoir ensuite, derrière, la croiser avec d'autres informations. Mais en tout cas, sur la partie auscultation, les moyens aujourd'hui permettent de fournir de l'information surfacique pour pouvoir avoir une vision beaucoup plus exhaustive des pathologies d'une infrastructure. C'est également ce qu'on a travaillé dans le cadre du nouvel IQRN sur le réseau routier national, où on va travailler également sur des approches surfaciques de la chaussée et des dégradations pour avoir des évaluations qui reflètent l'ensemble de la voie par rapport à dans le passé où on était, je le répète, sur des approches uniquement linéaires. Merci Sébastien, merci Henri. Christine, une autre question? Oui, il y a une autre question de Dalila qui demande qui sont, alors je pense que c'est une précision, puisqu'en fait on a parlé des acteurs d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour faire évoluer l'État. Et donc, c'est une précision, elle souhaite savoir qui sont ces acteurs d'assistance à la maîtrise d'ouvrage. Alors, les acteurs, enfin, si je peux débuter c'est un peu les acteurs qui répondent aujourd'hui à vos besoins sur des niveaux de prestations d'auscultation. Mais ces prestations, ensuite, ils vont pouvoir vous aider à avoir une démarche plus globale d'accompagnement. Alors, en fonction des critères, en fonction, comme j'ai pu le dire avant, des équipes, de la structure de votre service. Et donc, cet accompagnement, il va pouvoir être fait selon différents niveaux. Je ne sais pas, Sébastien, si tu veux ajouter d'autres… Alors, en fait, j'ai pas forcément compris la fin de l'action par rapport à l'évolution de l'État, ce qui était entendu par rapport à ça. Je pense qu'on est un peu sur l'intelligence de la donnée.
Donc voilà, bon, on va considérer que c'est effectivement sur ces approches-là, en fait, ben, oui, on est capable d'avoir aujourd'hui plusieurs acteurs qui vont intervenir pour assister le maître d'ouvrage dans cette définition. Donc finalement, je vais reprendre tes propos, Pascal. Hein, c'est effectivement dans les définitions des prestations d'auscultation qui peuvent être réalisées, que l'on va pouvoir essayer de réfléchir ensemble sur la valorisation et l'exploitation du potentiel de cette donnée. Et je pense qu'il y a un travail, ce qui est important de retenir, alors je profite de la question, c'est que c'est un travail collaboratif qui doit être mené entre le prestataire, hein, public ou privé, et le maître d'ouvrage. Je pense que la pire des choses, ce serait de se faire imposer un système d'évaluation et de ne pas se l'approprier. Il est vraiment essentiel pour moi que le gestionnaire et le maître d'ouvrage aient cette capacité de travailler ce système. Et je crois que c'est Damien l'évoquait, enfin, il y a quand même une certaine finalité qui est d'assurer la stabilité de ce système dans le temps, si on veut, ou c'était Henri, pardon, si on veut pouvoir faire de la comparaison pluriannuelle, parce que recalculer à chaque fois si on change le thermomètre, c'est quand même des choses qui peuvent être assez lourdes. Et donc, au contraire, avoir des systèmes et des thermomètres qui sont stables dans le temps, ça nous assure une facilité de comparaison. Et donc, cette stabilité, on peut notamment l'avoir si au départ, on se met bien d'accord ensemble, l'intervenant et le maître d'ouvrage, sur les objectifs et si on définit une méthodologie qui sera partagée par l'ensemble des acteurs. Et ça, je pense que c'est vraiment la clé du dispositif, c'est ne pas voir cette définition-là comme un outil clé en main, mais bien comme un outil qui est co-construit entre l'ingénierie finalement et les gestionnaires. Donc, on travaille, nous, et comme je vous l'ai dit, au niveau des différents projets que l'on mène au niveau des acteurs publics et privés, pour essayer de définir des indicateurs partagés, des indicateurs communs. Mais dans tous les cas, il y a cette phase d'appropriation qui devra être mise en place. Alors, je suis pas certain d'avoir complètement répondu à la question. Donc, voilà, si c'était pas le cas, n'hésitez pas à réagir dans le chat et de la compléter. Ouais. Mais effectivement, c'est vrai que ce qu'on a voulu vous montrer cet après-midi, c'est effectivement une démarche collaborative, comme l'a dit Sébastien, entre les équipes Route de France, du CEREMA, au sein de l'IDRIM, du coup, pour mêler ces guides avec des gestionnaires existants, ce qui me permet aussi de remercier. On a pu, avant de publier, on a pu avoir des informations et très pertinentes de maîtres d'ouvrage qui nous ont permis notamment d'affiner ce guide. Et effectivement, ce guide aussi se veut qu'on ait des interventions qui soient interopérables, puisqu'aujourd'hui, on s'était aussi rendu compte que vous pouvez recevoir des prestations avec des formats de données et ça pouvait varier entre un interlocuteur et un autre. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aller dans le même sens pour justement, sur cet aspect évolution de l'État, de dire qu'on puisse travailler sur des formats qui soient identiques entre un prestataire et un autre, pour pouvoir justement travailler sur l'intelligence de la donnée. Et ça, c'est très important pour éviter de faire et refaire des choses, mais surtout de se dire, tiens, je vais valoriser ces données dans le temps, et même si je passe par tel ou tel prestataire, je sais que ce sera la même qualité. Et je crois du coup qu'il y a une autre question qui est arrivée, ou une précision peut-être. Alors effectivement, c'est quelle est la fréquence idéale pour réaliser des relevés de dégradation? Damien, je te sens… Tu veux débuter? Je ne sais pas si on peut parler de fréquence idéale. Une fréquence, c'est déjà, je pense, un premier élément de réponse important, je pense. Idéalement, le plus souvent il y en a et le plus on est capable d'apprécier avec précision l'évolution de son réseau. En dessous d'une fois tous les, s'il faut dire des gros mots et parler de chiffres, parce que je suppose que c'est pour ça qu'on est autour de la table aussi. En dessous d'une fois tous les 3 ou 4 ans, ça paraît compliqué de pouvoir apprécier une évolution pertinente. Ensuite, ça peut permettre d'ouvrir peut-être le débat aussi autour de la table sur le sujet. On n'a pas statué précisément dans le guide
sur cet aspect-là en tout cas. Apporter un complément, si tu me permets, Damien, qui est plutôt un retour d'expérience que l'on a sur le réseau routier national. Donc, on a à travers l'IQRN, on avait historiquement une fréquence d'auscultation tous les 3 ans au niveau des voilantes, et on a avec le nouveau dispositif, on est passé sur une auscultation annuelle. Alors, non pas que ces chiffres sont forcément à transposer sur la totalité des réseaux, parce que je pense que ta réponse est juste, Damien. Enfin, je pense qu'il y a déjà cette notion de fréquence qui est intéressante en se disant on s'inscrit dans une certaine reproduction de campagne. Donc ça, c'est déjà une démarche par rapport à d'autres, à ce qu'on a pu voir sur certains patrimoines, se dire on est dans cette logique de revenir régulièrement l'ausculter. Donc ça, je dirais, c'est déjà très bien. Après, en fonction des facteurs qui vont endommager, qui vont intervenir sur la dégradation de mon réseau en fonction de leur importance, donc en fonction du niveau de trafic, en fonction des contraintes hivernales qu'il peut subir, en fonction des enjeux, en fonction des difficultés que j'ai à intervenir sur ce réseau, en fonction de l'âge aussi de mon réseau. Les réseaux, en fonction de leur âge, n'évoluent pas de la même manière. On peut essayer de définir une fréquence qui peut être la plus pertinente. Alors, traditionnellement, et j'irais dans l'esprit un peu des différents acteurs, et Damien l'a évoqué, en se jetant un petit peu sur les 3 ans, enfin, c'est tout ce qu'on a un peu en tête sur l'aspect relevé de dégradation. Mais j'ai envie de dire, pourquoi pas 2, pourquoi pas 4? Je pense qu'autour de la table, on n'a pas forcément la réponse. Donc, c'est vraiment se mettre dans une démarche, se dire, avec les moyens que j'ai, avec la connaissance que j'ai de mon réseau, avec la capacité que j'ai d'intervenir, avec le vieillissement de celui-ci, finalement, quelle est la fréquence qui me semble la plus opportune. Effectivement, pour peut-être passer la main aussi à Henri, ça va dépendre également du type de réseau et du coût de son exploitation, de sa catégorie. Et donc, si on est en pleine ville, si on est sur un réseau départemental, si on est sur un réseau rural, peut-être que la fréquence pourra changer. Et du coup, je te passe la main, Henri, pour une… En fait, tu as raison. En fait, ça dépend de beaucoup de choses, en fait, de l'actualisation du diagnostic. Et ça peut dépendre aussi d'événements très particuliers. Par exemple, les mois de sécheresse qu'on a connus l'année dernière ont fait que sur certains réseaux ruraux, notamment dans le sud-est de la France, il y a eu des évolutions très négatives à très court terme. Et le besoin s'est fait sentir de raccourcir la période d'actualisation du diagnostic. Donc ça dépend vraiment de chaque réseau. Ce qui est sûr, c'est que cette actualisation, on a parlé de 3 ans, 6 ans, etc. Il faut qu'elle s'étale vraiment dans le temps, et je dirais même au-delà des 6 ans. Alors je parle de 6 ans parce que je suis un ancien élu communautaire, et la mandature c'est 6 ans. Et nous, on aimerait bien en tant que technicien que cette actualisation régulière de réseau se fasse au-delà d'une période de mandature, pour que personne n'oublie de réaliser cette actualisation, même s'il y a un changement éventuel de politique à la tête de certaines collectivités. Merci. Et effectivement, si je peux juste rajouter une petite chose, c'est que par contre, l'outil de relevé de dégradation va être très intéressant pour un premier suivi. Et il n'y aura pas besoin de venir avec tout de suite tout type d'appareil, tout type d'essai pour connaître tout de suite le comportement structurel. Vraiment, le relevé de dégradation, c'est la première étape pour voir le suivi dans le temps. Et si, par exemple, on voit une évolution un peu rapide de l'état, peut-être d'aller chercher plus sur des données structurelles pour mieux comprendre d'où pourrait venir l'évolution rapide. Et vraiment que cet outil de relevé de dégradation est très intéressant au quotidien pour l'évolution de l'état de notre réseau. Écoutez, on est dans les temps. Je tenais encore une fois à remercier l'ensemble des participants
qui ont été nombreux aujourd'hui. Et il y a une autre question. Oui, il y a une question. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui souhaiterait rédiger un appel d'offres concernant un marché d'auscultation et diagnostic. Donc, il pose la question sur l'aide pour le maître d'ouvrage. Alors, effectivement, donc ça peut être, alors, et c'est peut-être lié, je vais relier ça à la mission D6. Merci pour cette question. C'est effectivement, on va pouvoir du coup à la fois accompagner du coup le maître d'ouvrage dans la définition de ses besoins plus larges en fonction de sa stratégie, vraiment son besoin à long terme. Donc ça, effectivement, ça peut être dans le cadre d'une mission D6. Bien sûr, l'entreprise qui aidera à rédiger ne répondra pas au marché. Ça, c'est très important. Mais je vois aussi une autre partie dans le cadre pour des structures qui n'est pas forcément des équipes qui soient dédiées, qui soient formées au dimensionnement, notamment dans le cadre de ces missions D6. L'entreprise va pouvoir accompagner dans le maître d'ouvrage si il y a des possibilités pour l'entreprise de réaliser une variante, de pouvoir l'accompagner dans le jugement de ces variantes. Donc ça, également, dans la phase d'après, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc à la fois de la définition de besoin, mais également dans l'accompagnement. Et je dirais, pour aller dans ce sens-là, l'objet de ce guide, de ces démarches d'auscultation, c'est aussi, n'hésitez pas à les mettre à disposition dans le cadre de vos appels d'offres pour les entreprises, qui permet d'ailleurs après d'arriver sur des solutions peut-être optimisées. Parce que c'est grâce à ces données qu'on va pouvoir arriver à des solutions qui répondent aux besoins. Pascal, du coup, peut-être on peut le prendre aussi comme une future demande. Hein. Moi, je profite aussi de la question pour l'apporter au niveau de l'IDRIM. Enfin, je pense qu'on a besoin de documents types qui vont s'appuyer dans le prolongement de ce guide sur des cahiers des charges type. Et cette question, je vous remercie de la poser, montre qu'on n'a pas terminé le travail, et je dirais ce guide est une belle première étape. Et il faut qu'on aboutisse vraiment à des documents un peu types qui aideront les gestionnaires à définir leurs besoins et à le caractériser à travers les matériels performants que je vous ai présentés. Donc je pense pas qu'on puisse apporter comme ça tout de suite la réponse, parce que les documents ils n'existent pas, mais moi je le prends bien comme un besoin de poursuivre ce travail à travers notamment l'IDRIM, et l'ensemble des maîtres d'ouvrage qui ont ces expériences puissent les partager pour qu'on puisse alimenter et faire vivre ces différents documents. Voilà, c'était juste un petit complément qui me semblait pouvoir nous prolonger justement, pas qu'on recherche du travail, mais pour poursuivre et vous aider plus loin. Damien, Henri, une précision? On peut peut-être ajouter en guide d'ouverture que les travaux continuent autour du guide. Ouais. Je vais peut-être annoncer la suite, Pascal. Non, c'est vrai que ça fait le lien entre le guide et DVDC, sur notamment, comme le dit Sébastien, peut-être aussi parler d'indicateurs, donc ça, c'est des démarches qui sont en cours, ouais. Et après, dans le cadre également, pour parler un petit peu des travaux que l'on réalise, donc à la fois Route de France et le CEREMA, nous sommes dans une phase aussi de regarder l'aspect qualitatif des nouvelles solutions d'innovation qui peuvent arriver aujourd'hui sur le marché, notamment à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc le but est de vous dire, est-ce qu'aujourd'hui ça peut répondre à vos besoins en termes qualitatifs par rapport à une nécessité et par rapport à des méthodes historiques. Donc voilà, des travaux là-dessus, des travaux également sur la partie restitution à travers des systèmes d'information géographique pour notamment définir des référentiels communs. Donc voilà des travaux qui sont en cours, et donc pour pouvoir justement continuer de travailler sur cette thématique. Alors, il y a une dernière question. Quelles sont les grandes évolutions technologiques des matériels d'auscultation? Point d'interrogation avec le LIDAR, etc. Bon,
Question de Michel Grolmund. Sébastien, je pense que… Je peux répondre. Après, Damien a une vision aussi à travers le projet national des VDC, hein, dans lequel il contribue au même titre que Henri. Donc il y a des évolutions, et je pense que je l'ai évoqué, hein, dans ma slide sur les différents matériels en termes de technologie de relevé de dégradation. Hein. On a eu une rupture et j'ai eu l'occasion de le présenter lors de journées techniques route précédentes. On est passé finalement de relevés visuels, de relevés à pied au cahier, à des relevés assistés par ordinateur, à un saut complet aujourd'hui avec des relevés tout automatisés en matière de dégradation, de déformation longitudinale et transversale. Donc finalement aujourd'hui en un seul passage, on est capable avec un matériel de prendre sur une voie la totalité des informations de surface hors microtexture CFT, bien sûr, hein, qui reste un domaine spécifique avec les matériels Scrim notamment, mais en tout cas sur l'aspect dégradation, déformation, on est aujourd'hui avec un seul matériel sur les réseaux les plus circulés en capacité de faire ces mesures. Alors, j'entends déjà Henri qui me dit mais il n'y a pas que cela de réseau en tant qu'ancien élu, effectivement, mais également sur les réseaux et les plus petits réseaux, on voit aussi une évolution techno importante, hein, où l'intégration de l'intelligence artificielle, et tu l'évoquais Pascal, nous permet de progresser énormément sur l'accès à la donnée, la facilité, entre guillemets, parce que derrière l'IA, il y a des algos, il y a des développements. En tout cas, l'accès à la donnée est simplifié pour le gestionnaire qui peut, avec un smartphone bien installé et qui va parcourir la totalité de son réseau, avoir accès régulièrement à une évaluation de l'ensemble de son réseau routier. Dans un vrai temps, sur l'aspect dégradation de surface, pour pouvoir le caractériser. Donc, on a des évolutions technologiques assez conséquentes. Le lidar dynamique et tout ce qui est ces technologies également vont nous permettre de modéliser l'infrastructure, d'avoir accès à une information sur les dépendances, les équipements, les caractéristiques géométriques. Après, toutes ces informations, elles doivent être traitées, analysées. Donc finalement, je veux dire, la technologie n'est plus un frein aujourd'hui. Le frein, ça va être de savoir comment on veut utiliser ces données-là, comment on les exploite et comment on les fait vivre dans le temps. Parce que dans le passé, si on fait juste un pas de côté, on a eu des bases de données très complètes et on n'a pas su les maintenir. Donc aujourd'hui, la complétude de ces bases, elle est facilitée par les technologies. Par contre, derrière, il va falloir mettre des moyens et s'inscrire dans une politique pour en assurer le maintien dans le temps. Et donc, on revient à ces questions de fréquence, à ces questions de volonté d'avoir une vision dans la durée de notre infrastructure et au-delà des mandatures qu'évoquait Henri. Je pense que ça, c'est vraiment un enjeu fort de pouvoir avoir ces documents qui nous assurent cette vision dans le long terme. Damien, tu veux rajouter quelque chose avant que… Pour résumer la réponse, en fait, on est passé de la vitesse de l'homme à pied à la vitesse du trafic, du mètre au millimètre et du tableau Excel au cloud géolocalisé. Donc oui, il y a énormément d'évolutions sur les matériels sur ces dernières années. Matériel, logiciel. Henri, un petit mot de la fin? Oui, mais déjà, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, le guide déjà qu'on a sorti va aider déjà beaucoup de personnes à y voir un petit peu plus clair sur le besoin, sur comment s'organisent ces missions d'audit et diagnostic. Et évidemment, le travail continue parce qu'on l'a évoqué, le matériel a beaucoup évolué, il va continuer d'évoluer encore, notamment en précision. Et je garde voilà, derrière l'oreille l'aide à la rédaction d'un CCTP type, comme on a pu le faire sur
sur les chaussées, la construction de chaussées par exemple, qui est vraiment une brique manquante mais importante à notre travail qui reste à créer. Eh bien, écoutez, merci à tous les participants, merci à tous les intervenants. Une prestation de qualité, c'est aussi une prestation qui se déroule dans les délais. Et là, je pense qu'on est pile dans les délais du webinaire. Donc, écoutez, c'est très bien. En tout cas, encore merci à tous. Et je passe le mot de la fin à Jean, donc qui va faire le mot de clôture. Merci et à bientôt. Oui, tout d'abord, je voudrais remercier l'ensemble des intervenants pour leur prestation de qualité. Ensuite, je voudrais vous remercier tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous avez été presque une centaine, donc un chiffre dont on est très satisfait de notre côté. Pour finir, je voudrais simplement vous dire que si vous avez apprécié ce webinaire, ces présentations, n'hésitez pas à partager la tenue du prochain webinaire en mai sur cette même thématique. Et pour finir, voilà, je voudrais vous dire que vous pouvez consulter ce guide ainsi que la retransmission de ce webinaire et la publication des questions et des réponses sur le site de l'IDRIM. Ça sera publié très prochainement. Donc voilà, je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin de journée.